numéro d'équipe à la caméra. C2. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restants. Je ferai un décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai le carton indiqué à la fin de la présentation. Une période de questionnement durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement répondre. Vous devez en aucun cas dévoiler la présence de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Vous devez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo déterminée par les marques au sol, qui est les bureaux. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout le long de la présentation et de la période de questionnement. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questionnement. Vous ne devez en aucun cas dévoiler... aucun temps... Voyons, attendez. Ouais, vous devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui se présente. Aucune entrée, aucune sortie de la salle n'est permis durant la présentation ou la période de questionnement. Veuillez éteindre vos sonneries de téléphone. J'inviterai maintenant au juge de se présenter et vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Bonjour, Francis Grenier, de Journal d'entreprise Mauricie. En fait, je suis directeur de compte. Bonjour, Samuel Saint-Durand. Je suis directeur des études de cycle supérieur en sciences comptables à l'UQAR, campus de Montréal, professeur en sciences comptables également. Bonjour, Marie-Claire Lapointe, je suis analyste financière chez Cascade, puis j'étais également présidente des Jeux de commerce, qui est la plus grande compétition interuniversitaire de l'Est du Canada. Puis cette année, je suis présidente de l'ONU financier, de la compétition universitaire. Bonjour à tous, juste premièrement, vous mentionnez qu'il y a un critère si vous voulez l'utiliser. Je m'appelle Pascal Anthony, je suis conseillère en fiscalité comptable et économie. Je suis chargée de cours ici en comptabilité à l'UQAR et je suis vétérinaire sur le recrutement intérieur. Bonjour, Marie Pierre. En fait, je suis comptable en consolidation à la Société Mère d'Aqua Fédérée à Montréal. Bonjour à vous tous. Premièrement, merci de nous avoir permis de soumissionner sur votre cas. Donc, je voulais premièrement vous souligner quelque chose qu'on a remarqué, vos valeurs environnementales. C'est vraiment quelque chose que nous aussi, notre entreprise, partage. Donc, ça a été fantastique pour nous de travailler sur ce cas-là. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter mes collègues, donc M. Benoît Bouchard et Mme Léa Croquet-Moisin. et moi-même, Sabrina Harvey. Donc, nous sommes l'entreprise Service Conseil BLS et nous allons vous présenter les prochains cours. Donc, le mandat numéro 1 était de vous conseiller le projet d'achat de la machinerie. Le mandat numéro 2, c'était le financement. Le mandat numéro 3, qui était le traitement des transactions. Et le mandat numéro 4, qui était toutes les informations pertinentes. Donc, pour le mandat 1, ça va être ma collègue Léa qui va le présenter. Donc, en fait, là, vous, votre projet, en fait, c'était d'acheter une imprimante 3D là, pour la construction de maison de votre entreprise. Donc, en fait, là, on a calculé la vanne du projet et la vanne de rester, en fait, avec la méthode traditionnelle pour les comparer. Donc, en fait, l'imprimante 3D avait un investissement initial de 740 000. Dans 740 000, en fait, là, on ajoute le 30 000 de la formation de la main-d'œuvre et on enlève la subvention gouvernementale là, au prix initial de l'imprimante. Pour ce qui était des profits, en fait, c'était variable sur 10 années, puisque, en fait, là, vos profits changeaient avec la clientèle là, qui se familiarisait avec vos produits. Et finalement, la valeur de la vente était nulle, ce qui donnait une vente de à peu près 92 millions. Pour ce qui était, en fait, la méthode traditionnelle, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'investissement initial demandé et qu'il y avait des profits annuels de 8 625 000 par année et une revente. Ben, il n'y avait pas de revente, en fait, puisqu'on restait avec la méthode qu'on utilisait déjà, ce qui donnait une vanne de 137 millions pour la méthode traditionnelle. En fait, là, je vous avais dit qu'il y avait des profits variables, on va un peu plus les regarder. Pour ce qui était de la première année, là, en fait, là, on calculait le coût des matériaux et on mettait les recettes, ainsi là, que les heures demandées de vos techniciens pour imprimer là, la machinerie. Puis en fait, là, ce qui faisait varier là, pour le restant des années, c'était que le coût des matériaux, en fait, il baissait plus vous faisiez des liens avec vos fournisseurs et votre clientèle là, qui faisait augmenter vos profits parce qu'en fait, ils se familiarisaient avec votre produit, donc il y en avait plus qui adhéraient à cette nouvelle technique. Ici, on vous a mis un peu les augmentations en pourcentage. C'est pas pour la vente, mais c'est vraiment juste pour vous donner une idée là, de comment le profit là, va progresser là, durant les 10 années.
Donc, je vais continuer avec l'analyse. On sait que quand on analyse un projet, oui, le côté financement, c'est important, mais il y a aussi d'autres côtés. Donc, je vais vous présenter le côté qualitatif de l'achat d'imprimantes versus rester avec la méthode traditionnelle. Donc, pour la construction des murs, avec l'achat d'imprimantes, ça va se faire en quelques heures, tandis qu'avec la méthode traditionnelle, c'est quelques semaines que ça va prendre. Pour ce qui est des surfaces extérieures des maisons, avec l'imprimante, ça va être rugueuse. Donc, certains clients vont être déçus de ça. Donc, pour certains, 45%, il va falloir engendrer un frais supplémentaire pour venir remettre les murs lisses. Tandis qu'avec la méthode traditionnelle, les murs ils sont déjà lisses. Pour ce qui est des mesures environnementales, donc, on vient utiliser des matériaux organiques et respectueux pour l'environnement avec l'imprimante. De plus, on utilise la technologie énergie solaire et on fait moins de déchets avec cette technologie-là. Ce que vous faisiez déjà avec la méthode traditionnelle, c'est qu'à chaque fois que vous vendiez une maison, vous plantiez 10 arbres. Qu'est-ce que de réputation? Si vous achetez la machine, vous êtes la première entreprise là, sur le marché canadien. Donc, c'est sûr que ça apporte un plus pour votre entreprise. Puis, ça va aussi avec vos valeurs de l'entreprise, qui est l'environnement. Puis aussi, vous voulez utiliser des produits à la fine pointe de la technologie. Donc, l'imprimante 3D vient répondre à cette valeur. Donc, pour la décision, on vous conseille d'acheter l'imprimante 3D, même si la vente est plus favorable pour ne pas l'acheter, parce qu'on trouve que les valeurs qualitatives viennent poser un grand poids, puis que ça va faire un très grand rendement pareil. Donc, le prix d'achat qu'on vous recommande, c'est de 750 000. C'était le plus petit prix d'achat proposé dans le prix. Donc, pourquoi on vous propose ça? Parce que c'est important que vous expliquiez aux fournisseurs que vous êtes la première entreprise à scier le sol canadien. Donc, la première entreprise à tester la saison hivernale. Donc, des fois, ça apporte un plus pour le fournisseur parce que c'est des tests qu'il n'aura peut-être pas à faire lui. De plus, le projet est plus risqué. Donc, investir un très gros montant, ça pourrait être assez dangereux vu que vous êtes une des premières à investir. Puis aussi, c'est ça. Pour le loyer, dans le fond, le loyer qui était étant donné que la machinerie, vous ne disposez pas de la séquence dans vos entrepôts, vous avez été obligé de louer un loyer. Puis le loyer va être variable sur 4 ans. La première année va être juste de 2 000 $. Puis ça va engendrer un frais de 24 000 $ par année pour avoir ce loyer. La deuxième année, on fait une augmentation de 10 %. Ça va tomber à 26 400 $. Et la troisième année, ça va être rendu à 29 000 $. Et la quatrième année, 31 000 $, et ça va toujours rester le même montant par la suite pour l'entente que vous avez avec votre fournisseur. Pour le mandat 2, pour le financement, je vais passer la parole à ma collègue Léa. Oui, donc pour le financement, c'est sûr qu'on y allait dans l'hypothèse que vous achetiez l'imprimante 3D. Si on l'achetait, en fait, je sais que Mme Gilbert, en fait, ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait des économies de 600 000 $. Donc, on pouvait en utiliser une partie pour financer le projet initialement. Mme Gilbert disait qu'elle voulait en placer 200 000. Donc, on va y aller avec le 400 000 restant. Ce qui donne en fait, là, sur un investissement total du projet de 850 815 avec les taxes, ça donne un prêt de 340 000. Vous aviez 3 options, en fait, pour le financement. La première option, c'était la banque Repousse tes lignes. Le montant du prêt, en fait, là, on a fait une petite erreur. On a vu que le montant du prêt maximum était de 400 000, mais on y a été dans la supposition là, que vous étiez peut-être capable de négocier peut-être un petit prêt de 450 815. Eux, ils proposaient initialement un taux d'intérêt de 8 %. C'est sûr que si on y va avec une limite un petit peu plus repoussée, il faut garder en tête que ça se peut qu'il augmente un peu votre taux d'intérêt. Mais allons-y avec ces données-là. Ça vous donne un versement mensuel de 5 470 $. Pour un intérêt total au bout des 10 années de 250 540 $. Pour ce qui était de l'option 2, en fait, c'était votre beau-frère qui va proposer de vous faire un emprunt maximum 900 000 $. Nous, on y allait vraiment avec le montant de 450 815 $. On y allait avec la troisième option qui vous avait proposée, qui est en fait de vous faire un prêt au taux d'intérêt de 20 %. Pourquoi on n'a pas pris les deux autres? C'est qu'en fait, on n'avait pas les données nécessaires pour en faire l'hypothèse. Donc, on y allait vraiment seulement avec la troisième. Donc, pour un montant de 450 815 en taux d'intérêt de 20 %, ça vous donne un paiement mensuel de 8 712 $, pour un intérêt total à la fin des 10 années de 594 656 $. Finalement, vous aviez l'option 3, qui était en fait que Mme Gilbert prenne un prêt
à son institution bancaire personnelle. Eux, ils leur donnaient un prêt, en fait, là, de maximum 200 000 avec un taux d'intérêt de 5 Donc, on y allait dans l'hypothèse qu'on prenait 200 000 ça faisait un versement mensuel de 2 121 un intérêt total de 54 557 Puisqu'en fait, là, la meilleure option avec le taux d'intérêt, c'était vraiment l'institution bancaire personnelle qui vous faisait un prêt. En fait, on vous propose de combiner deux options, puisque la troisième option n'était pas suffisante pour payer le prêt, le montant demandé complet. Donc, on y allait vraiment avec l'option 1 et l'option 3. Le prêt de 200 000 à l'institution bancaire de Mme Gilbert pour commencer. Ensuite, on y allait avec le restant du montant demandé, qui était 250 815 à la banque repoussée limite. On rajoutait le 400 000 d'investissement personnel des économies de Mme Gilbert, ce qui nous donnait un versement mensuel total de 5 164 pour les deux institutions et un intérêt total de 302 328 au bout des 10 années. Pour le mandat 3, en fait, je vais passer la parole à ma collègue Sabina. Oui, donc pour le mandat 3, vous avez demandé de rectifier quelques transactions. Donc, la première transaction était qu'un client avait signé un contrat avec vous, mais avait déposé un dépôt. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mis le 50 000 dans l'encaisse, puis le compte en contrepartie, on a mis le produit perçu d'avance. Donc, on a fait ça grâce au BCGR de réalisation et de produits rattachés au change. La transaction numéro 2, donc c'était pour le nouveau moteur pour le camion. Donc, on l'a mis dans le compte entretien et réparation matériel roulant. Donc une valeur de 5 000 avec le compte contexte. C'est important de noter aussi que cet entretien-là va faire augmenter la durée de vie du matériel roulant de 3 ans. Pour la suite des transactions, ça va être mon collègue Benoît. Pour la troisième transaction, il y avait un entretien de préparation que vous avez effectué pour une mise à jour de l'électricité. Le frais de 35 000, on suppose qu'étant donné que l'entreprise n'a pas beaucoup de liquidité, on suppose que peut-être que vous allez le mettre dans fournisseur, étant donné que 35 000, c'est quand même un bon montant. Mais si jamais vous avez le liquidité, vous pouvez mettre dans l'encaisse. Et si jamais l'entretien dure sur plusieurs années, il y aurait quand même la possibilité de faire de l'amortissement sur votre entretien qui pourrait être à voir. La quatrième transaction, c'est dû aux pertes de revenus que vous avez eues parce que votre toiture a commencé à avoir une infiltration d'eau. Comment on a fait la transaction? On a mis 25 000 dans les pertes de revenus. Et étant donné que votre assureur vous a dit que vous allez revoir l'argent, on l'a mis dans autres revenus, étant donné qu'il nous a déjà garanti qu'on va avoir l'argent. Et la cinquième transaction, c'est l'entretien et réparation du bâtiment. Dans le fond, c'est le 55 000 qui est pour la reconstruction de la toiture. Étant donné que votre assureur vous a confirmé que le 55 000 ne sera pas remboursé pour la toiture. Et c'est vraiment une infiltration d'eau qui est due à l'usure. Puis, et aussi, le 55 000, étant donné que c'est sur une immobilisation, on est capable de faire aussi l'amortissement, étant donné que le bâtiment est dur sur plusieurs années. La sixième transaction, ça va être pour le financement. C'est bon de regarder qu'on va quand même avoir des CPI, des RTI de 100 000 qui est quand même une bonne ristourne pour le prêt que vous allez effectuer pour avoir votre imprimante. Et pour le mandat 4, pour les informations pertinentes, je vais passer la parole à ma collègue Sabrina. Oui, donc autre information pertinente. Ça serait intéressant d'engager un nouveau commis comptable vu que vous venez de perdre le vôtre. Donc, ça serait intéressant là, pour continuer à avoir vos livres à jour. De plus, on vous conseille d'être prudent, de faire attention parce qu'on sait que les 5 premières années d'une entreprise, c'est les plus dangereuses, que ça peut varier. Donc oui, vous êtes sur une bonne lancée, oui, vous avez doublé votre revenu, le nombre d'employés, mais restez sur vos gardes, ça peut rester dangereux, tout ça. Donc, pour les recommandations, donc, on vous recommande l'achat de la machine 3D au prix de 750 000 pour le financement à l'option 2 et l'option 3. Donc, de faire un prêt de 200 000 et d'un emprunt bancaire de l'entreprise pour 250 815 et d'investir personnellement la propriétaire un montant de 400 000 Et on a fait vos écritures comptables et tout. Donc, on va être prêt à écouter pour vos questions.
Premièrement, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question là, au niveau du traitement comptable sur le moteur du camion. Si l'achat d'un nouveau camion permet d'augmenter la durée utile de celui-ci, pourquoi vous l'avez comptabilisé à la dépense à la place de le capitaliser à l'actif? Étant donné que dans le fond, l'entretien de la réparation, il va y avoir, dans le fond, il manquait comme, dans ce cas ici, entretien et réparation pour le matériel roulant, c'était le compte des bilans. Mais effectivement, il y aurait un compte qui serait rattaché aux charges qu'on n'a pas inscrit dans la diète aussi ici. Mais il va y avoir quand même un entretien qui va être pour la dépense, pour le 5 000. Mais selon votre solution, c'est au bilan ou au ici, on a juste mis le bilan, mais il va y avoir une autre transaction. OK, en ce moment, il est bilan. Oui, mais. OK. Super, merci. J'aimerais savoir si vous avez calculé le coût de construction d'une maison avec la machine robotisée versus avec le coût de construction traditionnel d'une maison. On l'a fait un peu indirectement, je dirais, par la vanne. Parce qu'en fait, dans la vanne, j'ai vraiment juste calculé la machine. Okay. Donc, c'est sûr que la machine, techniquement, le coût est beaucoup plus bas. Par contre, le problème, c'est que la machine ferait moins de ventes. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on arrive vraiment avec un coût si différent. Okay. J'en ai plein, fait que allez-y. J'en ai une, ça arrive. M. Caron, en fait, il nous a donné 3 options de financement, puis vous en avez cassé 2 tout de suite en disant qu'on n'a pas les données pour le calculer. Je comprends le tout. Mais si jamais on décide d'y aller avec M. Caron, est-ce qu'on est mieux de l'intégrer à notre actionnariat ou on est mieux de donner des redevances sur nos produits? En fait, M. Caron, c'est sûr qu'on avait quand même fait l'analyse qualitative de ces options. Lui, en fait, ce qu'il vous demandait, c'était la première option, en fait, une redevance de 8 % et après l'investissement 2 % des revenus de l'entreprise. Et la deuxième option, en fait, c'était 10 % des actions de l'entreprise. Ça serait des bonnes options. Par contre, ce qui nous chicote un peu, c'est que normalement, en affaires, on recommande moins de faire affaire avec la famille ou les connaissances proches, juste pour éviter qu'il y ait trop de risques. C'est pour ça qu'on les a vraiment plus tassés. Mais est-ce que ça pourrait coûter moins cher que quand même un 20 % d'intérêt? Normalement, oui. Vous recommandez d'aller chercher 200 000 personnellement en mon nom à l'institution financière. J'aimerais savoir comment ce 200 000-là va être traité parce que, je veux dire, au niveau comptable dans l'entreprise, ça va ressembler à quoi? Parce que c'est moi qui vais avoir le plus de 200 000. Oui, en fait, on l'avait fait dans oui, ça en fait, on avait fait un peu d'écriture. En fait, vous voyez là, le capital de Sylvie Gilbert, je m'en sais, le capital de Sylvie Gilbert, en fait, là, normalement, oui, en fait, c'est votre erreur, on s'est trompé dans le chiffre. Le capital de Sylvie Gilbert, en fait, était supposé apparaître à 600 000. Okay. Parce qu'en fait, elle faisait un investissement de ses économies de 400 000 et un prêt bancaire personnel, comme vous le dites, là, de ses poches, de 200 000. Okay. Puis, à ce moment-là, petite question, parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver avec les intérêts sur mon prêt personnel. Est-ce que ça serait déductible fiscalement? Malheureusement, vu que c'est personnel, je ne pense pas. OK, merci. Merci.